Bonsoir Antoine Glaser. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste, je le disais, fondateur, ancien directeur de la Lettre du continent, c'est une publication très bien informée sur l'Afrique, un continent auquel vous avez consacré plusieurs livres, notamment Africa-France en 2014 et un peu avant, Comment la France a perdu l'Afrique. C'est un peu d'ailleurs le même sujet que celui-ci, 10 ans plus tard, en 2005, c'était. Vous publiez donc aujourd'hui Arrogant comme un Français en Afrique, chez Fayard. Alors c'est comme ça que le Français, d'une manière générale, est vu par les Africains, c'est un ancien colon arrogant? Oui, ça veut dire... je ne sais pas si ce sont les Africains bon, bien sûr, les Africains ils ne vont pas s'exprimer de cette façon-là, mais ils ont l'impression, en tout cas, d'être incompris par rapport aux Français. Ça veut dire qu'ils ont l'impression de ne pas être payés en retour. Ça veut dire l'Afrique a participé à la libération de la France. L'Afrique, finalement, parle français. Et l'Afrique a beaucoup donné à la France, ses matières premières stratégiques, en particulier le pétrole et l'uranium, dans toute la période de la guerre froide. Et finalement, dans ce système intégré politique, militaire, financier de la France en Afrique, c'est vrai que au bout d'un moment, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a une ambiguïté entre finalement la France et l'Afrique? Et je me suis dit, finalement, est-ce que la France connaît réellement l'Afrique, l'histoire africaine des Africains? Et la réponse est non. La réponse est non. Ouais. La réponse est non. Ça veut dire que, je dis, les journalistes français en premier, on s'intéresse en Afrique, c'est comme l'Afrique, c'est un peu notre miroir. On s'intéresse à l'Afrique, à ce qui nous ressemble. Quand la Côte d'Ivoire ou Abidjan, c'est un village gaulois, vous aviez 50 000 Français à Abidjan. La France se sent chez elle en Afrique. Et malheureusement, je veux dire, il y a une histoire réelle de l'Afrique et qui n'est pas du tout, qui n'a jamais été traitée, suivie, ni rien. Et vous dites aujourd'hui que la France, d'une certaine manière, a perdu l'Afrique. Elle se réveille, comme vous dites, avec la gueule de bois et qu'elle ne voit pas, en fait, ou qu'elle ne veut pas voir que l'Afrique est aujourd'hui une Afrique mondialisée et dans laquelle la France a de plus en plus de mal à trouver sa place. Absolument. Ça veut dire, moi-même, ça paraît évidemment, le titre paraît une mise en accusation, mais en même temps, l'épilogue, c'est les occasions perdues. Ouais. Ça veut dire la France était en Afrique, était soi-disant, c'est elle qui avait la science africaine par rapport à ses partenaires. C'est vrai aussi que la présence militaire française, qui est vraiment extrêmement très importante. La France est quand même la seule puissance occidentale militaire à avoir 10 000 hommes sur le continent en dehors de Djibouti. Ouais. Et ça sert un peu de cache-misère à une présence française un peu en déshérence. Et d'ailleurs, vous parliez de présence militaire. Tout le monde en prend pour son grade dans votre livre. Et en premier, les présidents français, ce sont vraiment des chefs de guerre arrogants. Oui, ça veut dire, c'est l'arrogance et la méconnaissance. On a l'impression qu'il y a une méconnaissance de l'Afrique. Quand vous pensez que le général de Gaulle pensait imploser le grand Nigeria pour prendre le Biafra pétrolier, ça a été un échec. Quand vous pensez qu'à François Mitterrand, qui pensait remplacer les Belges au Rwanda et qui n'avait pas vraiment bien traité le dossier, sous-estimé. Au Congo, d'ailleurs. Et sous-estimer aussi vraiment ce qui se passait dans ce Rwanda pré-génocidaire par presque désintérêt, je veux dire, qui était aussi une méconnaissance en pensant toujours que la France contrôlait tout, savait tout et puis pouvait tout gérer. C'était une erreur. Regardez Giscard d'Estaing qui s'est fourvoyé dans un pays comme la Centrafrique en laissant un adjudant-chef de l'armée française se faire sacrer empereur. Empereur Bokassa, tout ça parce qu'il aimait la chasse. Oui, mais enfin, en même temps, si par exemple on parle du président actuel, le président François Hollande, certains vont dire que sa politique africaine sera mise à son crédit au final, au bilan de sa présidence. Moi je ne vais pas injurier l'avenir, mais autant l'opération Serval sur un moment vraiment court, avec un coup de poing de 4500 soldats, ça a été un succès au Mali pour empêcher les djihadistes de descendre à Bamako. Autant maintenant, opération Barkhane, 3500 soldats qui contrôlent pour 3 millions de kilomètres carrés. Est-ce qu'il n'y a pas en plus je ne dis pas que c'est même pas la faute de la France. Ses partenaires européens sont très contents. Pendant que vous avez le monde entier, vous avez même le président Erdogan qui était, tout le monde pense, s'occupe des migrants. Il a fait une tournée en Afrique la semaine dernière. Il était en Côte d'Ivoire, en Guinée. Oui, justement, donc ça c'est plutôt à mettre au crédit de ces présidents arrogants. Ça veut dire qu'il y a le monde entier en Afrique et la France est en fait avec ses militaires seule et finalement les autres font le business. Et l'armée française est là pour le roi de Prusse. Ouais. Je veux dire, à un bout d'un moment, vous avez les Italiens, les Allemands. Les Français avaient du mal à trouver 60 instructeurs pour l'armée centrafricaine. Jean-Yves Le Drian, il avait disjoncté à un moment donné au Conseil de défense. C'est le ministre français de la Défense. Oui. Le ministre français, il était fou furieux. Ouais. On a l'impression que la France dit, ses partenaires disent,
La France, gendarme de l'Afrique contre les soviétiques. La France, gendarme de l'Afrique contre les djihadistes. And so what? L'Afrique n'a plus besoin de gendarmes, mais en tout cas pas d'un gendarme français. La France a besoin, je veux dire, c'est pas la France seule qui va pouvoir... Donc vous avez une islamisation radicale, vous avez une volonté des djihadistes en tapant les communautés expatriées à Bamako, à Ouaga et maintenant à Grand-Bassam, en Côte d'Ivoire, de faire fuir les expatriés pour créer des zones de déshérence où tous les étrangers s'en vont. Mais c'est pas à la mesure de la France. La France peut pas continuer seule à gérer. Déjà, elle s'est regroupée sur l'ancien précaré de l'Afrique de l'Ouest. Mais la France seule ne pourra pas. Et de laisser croire que la France peut tout faire, c'est une erreur aussi. Alors vous évoquez aussi dans votre livre ce discours de Nicolas Sarkozy à Dakar, qui est resté célèbre en 2007, où il décrit l'homme africain comme pas entré dans l'histoire. C'est un discours qui est très révélateur, en fait, de la conception que le Français, en l'occurrence le président français, a de l'Afrique et des Africains. Oui, ça veut dire ça va très loin. Ça veut dire encore une fois, la France ou les Français n'aiment que les Africains qui leur ressemblent. Toute l'histoire, alors je ne parle pas pour les milliers de coopérants ou des ethnologues ou autres qui ont vraiment étudié l'histoire africaine de l'Afrique, qui est comme si la France, il n'y avait rien eu avant la colonisation. Mais il y a toute une histoire d'empire. Et la France redécouvre maintenant que les djihadistes, ceux qui veulent faire des califats comme Boko Haram, l'empire de Sokoto, ça existait bien avant. Si vous regardez l'histoire, vous aviez déjà le front du Massina, vous avez l'impression que finalement il y a une page coloniale qui est en train de se tourner, mais que les strates de l'islamisme étaient toujours déjà présents, ont été réactivés avec l'islamisme radical, mais c'était déjà présent. C'est arrogance et méconnaissance, en fait. Arrogance et méconnaissance, absolument. Alors, arrogant comme les hommes d'affaires aussi, français en Afrique, pourtant, ils se croient toujours incontournables, les hommes d'affaires français. C'est toujours l'Afrique utile, comme on dit. Oui, ça veut dire qu'ils ont été, encore une fois, il faut toujours penser qu'on reste dans un anachronisme historique. La France a été dans une période historique donnée, de 1960 à 1990, dans toute la période de la guerre froide, il n'y avait pas de concurrent. Il n'y avait pas de concurrence. Vous vouliez un contrat, vous appeliez l'ambassadeur de France, appelait le président, on avait le contrat comme ça, sans appel d'offres, sans rien. Et la France, les patronats français, c'est un peu endormi, en dehors de quelques grands groupes qui ont leur réseau africain. J'appelle la BBC, c'est Bouygues, Bolloré et Castel. Voilà. Mais c'est vrai qu'eux, ils ont en même temps leur réseau africain. Des gens comme Castel, le brasseur, lui, il travaille dans des pays comme l'Angola, même dans la période de l'Angola Gate, où ça va, où il y avait des problèmes politiques entre la France et l'Angola. Mais ce sont des gens qui, eux, ont leur propre réseau. Mais le tissu de PME, toute la France qui a été toute cette période particulière, encore une fois, un système intégré. C'est vrai que la France n'a pas vu arriver les autres, et pendant longtemps, enfin, je ne vais pas... moi, j'ai vu dans des colloques franco-africains du patronat français, j'ai vu des gens qui disaient « Mais attendez, vous inquiétez pas, les Chinois sont racistes, ils ne s'entendront pas avec les Africains, les Chinois ont besoin de nous. » On croit à rêver. Encore l'arrogance. Globalement, Antoine Glaser, la France, elle perd chaque année de l'influence en Afrique. Oui, alors si vous discutez avec des hommes d'affaires, ils vont vous dire « Oui, mais globalement, le gâteau étant plus important, etc. » Alors, ça dépend des secteurs. Vous avez dans les télécoms ou autres, des grands groupes. Mais globalement, la France, qui avait des positions exceptionnelles, extraordinaires à la sortie de la guerre froide, si elle s'était un peu plus intéressée non seulement aux Africains d'Afrique, mais aussi, je veux dire, à la diaspora africaine en France, qui ne rêve que d'une chose, c'est d'aller dans les groupes français pour pouvoir travailler en Afrique. À ce moment-là, qui parlent français, c'est là où il y a vraiment les occasions perdues. La diaspora ou les jeunes étudiants, parce que vous évoquez à la fin de votre livre ce que vous appelez la plus grave erreur historique de la France. C'est la phobie du migrant, c'est cette défiance que les Français ont vis-à-vis des Africains, des Franco-Africains, qui ont souvent la double nationalité. C'est un vrai problème. Mais attendez, vous faites un radio-trottoir. Tous les gens qui pensent, quand ils voient des Noirs dans le métro, ils s'imaginent que ce sont les Africains qui vont rentrer chez eux. Ils ne s'imaginent pas qu'ils sont Français comme eux, sur une ou deux générations. Et c'est ça le drame. C'est que finalement, la France n'a même pas bénéficié de cette diaspora, qui est souvent d'ailleurs une diaspora qui véhicule les sentiments anti-français, parce que Rota est maltraité en France. Finalement, elle exporte les sentiments anti-français en Afrique. Et donc, c'est les occasions perdues réellement en Afrique et aussi en France. C'est plus difficile aujourd'hui pour un jeune Africain de venir étudier en France que d'aller étudier aux États-Unis, par exemple? Bien sûr, ils disent rien, mais en fait, toutes les nouvelles générations, ils vont aux États-Unis, au Québec, ils vont dans le monde entier. Certains d'entre eux, d'ailleurs, une certaine condescendance vis-à-vis de la France. Je raconte, tout le monde, c'est vrai, l'exemple type, c'était Tidjane Thiam, qui est un polytechnicien. Sa mère pleurait quand le type défilait sur les Champs-Élysées.
côté. Il avait un plafond de verre. C'est un type qui aurait dû être à la tête d'Areva, d'EDF ou de tous les groupes français. Finalement, il est parti à Prudentia à Londres et maintenant, c'est le patron du Crédit Suisse, Tidjane Thiam. Et c'était un petit-neveu du Fouet-de-Boigny. Ouais. Donc, je m'appuie sur des faits concrets, c'est pas des trucs en l'air. Les relations entre la France et l'Afrique, comme vous dites, c'est un peu le musée des occasions perdues. Oui, c'est les occasions perdues. En même temps, il ne faut pas non plus. Il y a les hommes politiques français, il y a un certain nombre. Si vous voyez tous les rapports de nos parlementaires, ils sont à la même conclusion. Moi, j'ai pioché dans leurs rapports quand ils disent que la France a perdu. Il y a eu le rapport Attali, par exemple. Alors, il y a le rapport Attali pour la francophonie. Vous avez le rapport Boguel-Lorjou des sénateurs. Vous avez le rapport Védrine aussi, qui a remis un rapport à François Hollande. Il a rédigé ça avec le Premier ministre Zinsou, qui est actuellement qui va être au Bénin pour être président. Donc, vous voyez, il y a des gens, le côté suicidaire de la France en Afrique, je ne l'ai pas inventé. Je veux dire, et heureusement, c'est pas tout le monde qui défend qui subit cette thèse. Voilà, je renvoie à ce livre passionnant, donc Arrogant comme un Français en Afrique, ça va sûrement faire réagir chez Fayard. Merci Antoine Glaser d'être venu en parler sur le plateau du 64 minutes.